Vous êtes en train de jouer au loto, vous achetez des tickets, vous avez l'impression que vous rationalisez les choses. Même les experts sont incapables d'anticiper réellement l'avenir. Eh bien en fait, ces fameux experts, ils ont à peu près autant de chances que vous et moi de se tromper. Nos erreurs, en réalité, c'est quelque chose de très utile. Si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend rien. Donc il faut complètement se décomplexer par rapport à ça, et il faut même se dire que l'argent que vous avez perdu à cause de ces erreurs, c'est de l'enseignement. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 plus grosses erreurs que j'ai commises en tant qu'investisseur indépendant. Si j'avais connu ces erreurs avant, mon portefeuille aujourd'hui aurait une bien meilleure performance et je me disais que ce serait super intéressant de partager tout ça avec vous dans cette vidéo. Même les investisseurs les plus expérimentés commettent des erreurs, c'est tout à fait normal de faire des erreurs et c'est d'ailleurs en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est la meilleure école, c'est se confronter au réel. L'important n'est pas tellement d'avoir fait des erreurs ou non, en réalité c'est inévitable, si vous commencez à investir, comme dans toute activité dans la vie, vous allez commettre des erreurs. Donc la première chose, c'est juste d'accepter ça, mais ce qui est important, c'est de prendre le moment, de regarder un petit peu dans le passé, regarder un petit peu en arrière, et constater justement les erreurs qu'on a commises, apprendre de ces erreurs, et évidemment ajuster les choses, changer et essayer de ne plus commettre ces erreurs-là. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on progresse, et c'est la meilleure école possible, c'est 1000 fois mieux que lire 25 bouquins, c'est tout simplement de mettre en pratique les choses et de tirer des enseignements de nos erreurs. Nos erreurs, en réalité, c'est quelque chose de très utile. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend rien. Donc il faut complètement se décomplexer par rapport à ça, et il faut même se dire que l'argent que vous avez perdu à cause de ces erreurs, c'est de l'enseignement, c'est presque une formation. Donc il faut presque se réjouir d'avoir perdu cet argent, entre guillemets, puisqu'on a appris des choses. Si on rentre dans cet esprit-là, alors nos erreurs deviennent presque nos meilleurs atouts. Ça fait maintenant 6 ans que j'investis mon épargne de manière autonome et indépendante, et c'est sur cette période que je me suis appuyé pour cette vidéo. J'en ai tiré les 5 plus grosses erreurs que j'ai commises, et je vais vous les partager maintenant. Erreur numéro 1, hyper classique parmi les classiques, c'est s'accrocher aux perdants. Ou comme on dit en anglais, stick to losers, ou keep your losers. Ça, c'est le biais d'aversion à la perte qui est expliqué dans l'excellent bouquin de Daniel Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow, système 1, système 2 en français. Je vais vous mettre au montage la couverture du livre. C'est un livre majeur. Moi, personnellement, il m'a énormément inspiré, ce livre. Je continue de le feuilleter régulièrement et il a énormément influencé ma stratégie d'investissement. Il parle notamment de ce biais d'aversion à la perte, Daniel Kahneman. Entre parenthèses, il est prix Nobel d'économie, le monsieur, donc il a un certain crédit, on va dire. Et qu'est-ce que c'est que le biais d'aversion à la perte ? C'est le fait d'être beaucoup plus impacté psychologiquement lorsqu'on perd, lorsqu'on a une ligne dans notre portefeuille en déficit, qu'on peut être impacté positivement quand on a une ligne qui gagne. Et l'aversion à la perte nous rend frileux au fait d'acter cette perte, de la concrétiser, sous-entendu de vendre la ligne. Et en réalité, c'est très mauvais. Pourquoi ? Parce que si on regarde pas mal d'études, notamment celles qui parlent du momentum, qui consiste à observer la performance d'une action dans le passé, et ensuite à regarder la performance de cette même action dans l'avenir, on s'aperçoit que les tendances vont souvent se prolonger. C'est-à-dire qu'une action qui a perdu dans le passé va avoir tendance à continuer à perdre dans le futur, et inversement, une action qui a bien performé dans le passé va avoir tendance à bien performer dans le futur. Donc si on regarde ça, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est rarement une bonne idée de conserver une ligne qui perd pendant longtemps. Moi, l'exemple personnel que je peux vous citer, et je pense que je ne suis pas le seul en France depuis le Covid sur cet exemple-là, c'est tout simplement l'action Air France. J'avais acheté l'action Air France au moment du Covid. C'était d'ailleurs la période où je débutais dans l'investissement personnel. Comme beaucoup de gens, je m'étais dit, bon bah voilà, on a la crise du Covid, on est tous confinés chez nous, plus personne prend l'avion, c'est anormal que l'action Air France ait chuté à ce point. Et en fait, l'action Air France n'a fait que dégringoler. Il y a même eu une phase de dilution des actions où l'action a été divisée.
je ne sais plus par combien, par 10 peut-être, vous le direz en commentaire, hein, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais l'action s'est fait massacrer. Et moi, j'avais ma ligne d'Air France tous les ans qui perdait. À chaque fois que je regardais mon PEA, l'action Air France, elle était au début à moins 10%, après à moins 20%, moins 30%, et elle était arrivée, une fois qu'il y a eu la dilution, j'étais carrément à moins 60% ou quelque chose comme ça. Là aujourd'hui l'action cote 8 €, mais comparé à la cotation précédente, je crois que moi, mon prix de revient devait être à 22 € ou quelque chose comme ça. Dans cette logique-là, j'ai conservé l'action pendant plusieurs années et j'étais complètement dans ce biais d'aversion à la perte. En réalité, j'avais 1000 fois mieux à faire que de vendre cette ligne Air France. Pourquoi ? Parce que si je regarde les choses objectivement et que j'oublie que j'ai acheté cette action et que je perds dessus, est-ce que j'investirais dessus aujourd'hui ? En réalité, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quand vous regardez vos lignes, il faut arrêter de s'accrocher au prix d'achat et il faut regarder ce que vous pensez du futur de ce cours. C'est ça la seule et unique question. Votre prix d'achat, c'est bien pour regarder votre performance, mais ça ne doit pas décider de votre stratégie d'investissement et donc de conserver ou non une action. Ce qui compte, c'est si je pense qu'Air France va monter dans l'avenir ou non. Et il se trouve que moi, ma conviction aujourd'hui, avec notamment le momentum, où on voit que là, ça va faire plus de 5 ans que l'action soit stagne, soit baisse drastiquement, eh bien non, je n'ai aucune conviction dans l'avenir de cette action, je ne vois pas un potentiel intéressant, et cette action ne correspond à aucune des stratégies d'investissement que j'ai mis en place, et je vais y revenir plus tard. Donc, j'ai 1000 fois mieux à faire, je vends mon perdant, je vends Air France, et avec l'argent que j'obtiens ici, je vais le réinvestir sur des lignes où je pense qu'il y a un potentiel de croissance. Erreur numéro 2, et là je vais certainement me faire des ennemis, mais chacun est libre de penser comme il veut, c'est de trop accorder d'importance à l'analyse fondamentale. Pourquoi ? Là encore, je reviens à l'excellent livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, qui nous explique avec énormément d'exemples, en s'appuyant sur des études et des expériences scientifiques, en psychologie notamment, que même les experts sont incapables d'anticiper réellement l'avenir. Ça paraît bête à dire comme ça, mais pourtant, il vous suffit de regarder n'importe quelle émission sur la bourse, n'importe quelle émission de radio, n'importe quel podcast, ou même n'importe quel plateau télé d'économie, écoutez les experts parler et ils vont vous expliquer pourquoi c'est pertinent d'investir dans telle ou telle action en s'appuyant sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi ? C'est l'analyse des résultats financiers de l'entreprise. Est-ce qu'elle a beaucoup de cash à la banque ? Est-ce qu'elle a beaucoup de dettes ? Est-ce qu'elle est capable de couvrir sa dette ? Quels sont ses investissements ? Quelle est sa stratégie, sa diversification géographique, etc., etc. Sur quel secteur elle opère ? Et donc, on a énormément de matière pour intellectualiser une éventuelle conviction dans la croissance d'une action sur le futur. Et là, on a énormément d'experts qui vont nous expliquer pourquoi c'est pertinent, oui ou non. Eh bien, en fait, ces fameux experts, ils ont à peu près autant de chances que vous et moi de se tromper, quel que soit leur niveau d'expertise. Et c'est même pire que ça. Plus ils sont experts dans leur domaine, plus ils sont reconnus comme étant experts dans leur domaine, par exemple on les invite sur un plateau télé, plus ils ont tendance à se tromper parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils affirment. Il y a plein d'expériences qui montrent ça, et Daniel Kahneman en cite une notamment en s'appuyant sur l'univers médical par rapport à des diagnostics posés par des spécialistes, des médecins, face à des malades avec une maladie grave, et ensuite des constats sur la justesse de leur diagnostic post-mortem. Malheureusement, c'est des malades qui meurent. Ils demandent à chaque fois aux médecins de poser leur diagnostic et de donner leur degré de confiance dans leur diagnostic. Et la conclusion de cette étude montre que tous les médecins qui avaient un degré de confiance très haut dans leur diagnostic ont beaucoup plus eu tort par rapport à la raison du décès du malade, et à l'inverse, tous les médecins qui ont exprimé une hésitation ou une difficulté à être certains de ce qu'ils annonçaient comme diagnostic, eh bien c'était cette population de médecins-là qui avait le plus haut taux de prédiction correcte. Donc c'est très intéressant, et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. L'expertise en matière de prédiction de la croissance d'un cours de bourse, elle est nulle. Voilà, ça en gros c'est ce qu'il faut retenir, elle est nulle. C'est plutôt justement des biais de confirmation ici, c'est-à-dire qu'on va avoir
une conviction que LVMH, par exemple, est une excellente action parce qu'elle a des fondamentaux très solides, elle est très bien diversifiée, elle est très bien gérée, ce qui est totalement vrai par ailleurs, et donc on va dire l'action va monter. En réalité, on n'en sait rien. Il y a tellement de phénomènes qui peuvent intervenir dans le monde et qui peuvent influencer le cours d'une action, que même si vous êtes le meilleur des experts en économie, vous êtes incapable de prédire ce qui va arriver. LVMH, c'est un exemple très actuel au moment où j'enregistre cette vidéo. On s'est aperçu récemment qu'elle était totalement corrélée à ce qui se passe en Chine. Et il y a beaucoup de perturbations sur l'économie chinoise en ce moment, et on voit que dès que le vent souffle un petit peu fort autour de Pékin, l'action LVMH en prend plein la tête. Et j'avais un exemple comme ça très concret, j'écoutais une émission de bourse à la radio, que je ne citerai pas, et c'était juste avant la publication des résultats d'LVMH, qui ont été publiés il y a quelques jours, et l'expert qui était invité, qui est quelqu'un qui travaille dans un fonds d'investissement parisien, hein, il nous expliquait que justement les fondamentaux d'LVMH étaient excellents, que la Chine avait lancé un plan de relance, et que tous les indicateurs étaient au vert, et qu'on n'était pas à l'abri de voir un joli retournement, et une belle perspective de croissance pour LVMH. Et ben, malheureusement, le lendemain, le marché ouvre et LVMH se fait défoncer à la bourse. Voilà. C'est juste un exemple parmi d'autres. On avait un expert qui nous expliquait avec beaucoup de rationalité pourquoi c'était pertinent de rentrer sur LVMH, et en réalité, c'est toujours pas le bon moment. LVMH, si on regarde le momentum, l'action perd depuis maintenant 1 an. Elle a bien baissé. On doit être autour de 600 € aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et elle avait atteint des plus hauts autour de 900 € il y a encore quelques temps. L'erreur numéro 2, si on la traduit pour nous en tant qu'investisseurs indépendants, c'est de se méfier comme de la peste de nos convictions fondamentales sur les actions. Le stock picking est extrêmement difficile, et ça va faire un lien avec la 3e erreur. Si vous voulez faire du stock picking, ne le faites pas au niveau individuel, juste sur la base d'une analyse fondamentale. Ça m'amène donc à la 3e erreur, et qui elle est très globale, qui est de ne pas avoir mis en place de stratégie cohérente et globale pour gérer mes investissements. L'erreur numéro 3, c'est faire du stock picking, donc de la sélection d'actions individuelles, de manière quasi aléatoire. C'est totalement lié à l'erreur numéro 2 qui consiste à trop s'appuyer sur une analyse fondamentale. C'est, si vous voulez, le niveau un petit peu plus élevé de cette erreur, c'est-à-dire ne pas avoir un plan clair et des critères clairs d'achat et de vente et d'allocation des actions qu'on va prendre. Si vous n'avez pas ça en amont, vous allez avoir tendance à tout le temps regarder si telle ou telle action est intéressante. Est-ce que ce serait pas intéressant que j'achète du LVMH ? Est-ce que c'est un bon moment pour rentrer sur Airbus, etc., etc., etc. Si vous restez comme ça, en réalité, vous n'avez aucune stratégie et vous êtes drivé par le sens du vent. Et ça, c'est tout simplement jouer au casino. Vous êtes en train de jouer au loto, vous achetez des tickets, vous avez l'impression que vous rationalisez les choses, vous avez l'impression que vous avez une logique, mais en réalité, vous n'en avez aucune, parce que vous ne pouvez pas contrôler tous les événements conjoncturels qui vont survenir dans les mois à venir, et donc vous ne pouvez pas anticiper réellement ce qui va se passer sur le cours de cette action précise. Et ça, c'est une erreur majeure, et c'est l'erreur que j'avais fait énormément à mes débuts, où j'étais en train continuellement de regarder les différentes actions, je cherchais des actions dans lesquelles investir. D'ailleurs, les émissions de bourse spécialisées souvent vous disent nos recommandations, nos sélections d'actions, l'action du moment, etc. Tout ça, c'est de la connerie, en fait. Il faut que vous, de votre côté, vous décidiez d'une stratégie. Combien d'actions, combien de budget vous voulez allouer à un instant donné sur vos actions, comment vous allez les sélectionner, sur quels critères? Sur quels critères vous allez les garder dans votre portefeuille? Sur quels critères vous allez les vendre? À quel moment vous vous autorisez à les vendre? Parce que ça aussi, c'est très important. Vous définissez des règles strictes et rigides pour éliminer le maximum de biais cognitifs de votre gestion. Si vous ne faites pas ça, vous restez dans une gestion hasardeuse, totalement soumise aux biais cognitifs. Par exemple, vous allez avoir une action qui baisse, vous allez vous demander, est-ce que je dois en racheter? Est-ce que je dois en vendre? Vous avez une action qui monte énormément, est-ce que je dois prendre mes bénéfices?
On vous parle d'une nouvelle action, Nvidia, et là vous avez le fear of missing out qui arrive, c'est-à-dire la peur de rater une opportunité, et vous hésitez, est-ce que je dois acheter Nvidia, etc. En fait, vous allez être continuellement assailli d'hésitation, de doute, et c'est vos émotions qui vont prendre le dessus, parce que vous ne pouvez pas vous protéger avec une structure cohérente et rigoureuse de gestion de vos actions. Et ça, c'est peut-être l'erreur également la plus commune, mais la plus difficile à corriger, parce que pour la corriger, il faut mettre en place une stratégie. Et là, vous avez tout le champ des possibles qui est ouvert. Il y a 1001 façons de développer des stratégies. Pour ma part, j'ai choisi de créer différents portefeuilles et d'accompagner ces portefeuilles d'ETF. Je vais revenir aux ETF dans un instant, mais les ETF, moi, je les vois comme une sorte d'assurance dans votre portefeuille de placement. J'ai 3 portefeuilles qui répondent chacun à un objectif précis et qui chacun ont une cible d'allocation du budget de mon investissement. Tout ça permet de cadrer énormément les choses et d'éliminer au maximum les biais. Le premier portefeuille, c'est un portefeuille de croissance où j'ai une sélection de 15 actions, pas plus, pas moins, et chacune de ces actions est ciblée à la fois sur sa performance passée, le fameux momentum, donc je ne vais jamais prendre une action qui a une performance passée négative, par exemple, et ces 15 actions, je mesure leur corrélation entre elles, et la corrélation moyenne ne doit pas dépasser 0,3. J'ai fait une vidéo dédiée sur la corrélation, c'est très important, c'est une manière mathématique de mesurer la diversification de votre portefeuille. Donc ça, c'est mon premier portefeuille, j'ai différentes cibles pour les 15 lignes, tout est calculé, tout est prédéfini. Chaque fois que j'investis, je peux regarder immédiatement si je suis en retard ou en avance sur telle ou telle ligne de ce portefeuille. Je n'ai pas le droit de vendre en dehors de 2 jours dans l'année, qui sont chacun à 6 mois d'écart. Ce sont mes rebalance days. Et rien qu'en ayant décidé ça, je n'ai que 2 jours dans l'année pour vendre, donc je ne vais pas du tout avoir la crainte de vendre ou pas à un moment ou à un autre. Je sais que je n'ai tout simplement pas le droit de vendre, et je ne peux vendre que tous les 6 mois. Ça, c'est le premier portefeuille, le portefeuille croissance. Ensuite, j'ai un deuxième portefeuille consacré aux minières, où j'investis sur les minières d'or et de lithium. C'est un portefeuille de très long terme, que je vise pour un rendement sur 10 ans, parce que, pareil, l'or, ça a une tendance haussière long terme. Le lithium, j'y crois beaucoup pour 2030-2035, avec vraiment l'avènement des voitures électriques notamment, et de toute la transition écologique. Et pour ces raisons, j'alloue une petite poche de mes actions à des minières d'or et de lithium. Et là, c'est hyper simple, j'investis un petit peu régulièrement et je ne vends jamais. Et enfin, le troisième portefeuille, lui, il est tout petit en proportion parce qu'il est très risqué. Et c'est un portefeuille que j'expérimente sur une technique de trading basée à la fois sur le momentum et sur un indicateur qui s'appelle le MAD, le Moving Average Distance. J'en ai parlé également dans une vidéo. Ça, c'est vraiment un portefeuille pour tester une stratégie technique sur laquelle j'ai beaucoup d'ambition, mais c'est très risqué parce que peut-être que je me trompe complètement, et donc je n'alloue qu'une petite partie. Et ces 3 portefeuilles, ils ont chacun leurs règles, chacun leurs objectifs, et c'est un cadre qui me fait éliminer le côté du stock picking aléatoire. La 4e erreur, et c'est une erreur très classique, c'est que j'ai fait de l'over-diversification, de la surdiversification sur les ETF. Quand j'ai démarré et que j'ai découvert les ETF, j'ai trouvé ça génial, comme certainement beaucoup d'entre vous qui regardaient cette vidéo, et j'ai commencé à prendre plein d'ETF. Au début, je m'étais même dit que je voulais diversifier mes ETF pour diluer les risques, et donc je prenais parfois le même ETF en double chez 2 fournisseurs différents. Puis après, donc j'avais pris des ETF sur le CAC 40, après j'avais vu un ETF sur le secteur technologique, donc j'en avais pris, et puis j'avais vu un ETF secteur bancaire, donc ça c'était à la période du Covid, pareil, je me disais que c'était très intéressant, que les banques étaient vraiment descendues très bas, donc j'en avais pris, et puis je vous passe les détails, au bout d'un moment je me suis retrouvé avec je sais plus combien d'ETF, j'en avais même un sur les énergies renouvelables par exemple, très mauvais choix, et je me suis retrouvé avec plein d'ETF, et ça c'est une erreur majeure, parce que c'est un petit peu Warren Buffett qui dit « la diversification, c'est fait pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font ». Alors c'est un petit côté troll chez Warren Buffett, mais il y a du vrai là-dedans. Sous-entendu, une fois que vous avez votre stratégie en place, vous n'avez pas besoin d'acheter 25 000 ETF ou 25 000 actions. Vous devez choisir quel est votre objectif. Et au niveau des ETF,
Quel est mon objectif? Personnellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mon objectif pour un ETF, c'est d'être une assurance contre mes mauvaises décisions. Alors, comment doit marcher cette assurance? Eh bien, je dois avoir le maximum de chances que cet ETF va être croissant sur le long terme. Comment faire ça? Prendre les ETF des indices qui sont en tendance haussière sur le long terme. Et là, il n'y a pas de débat. Le meilleur des meilleurs, c'est le S&P 500 et le Nasdaq. Le Nasdaq est plus volatile, un peu plus risqué parce qu'il a des tendances à être un petit peu plus agressif dans ses hauts et dans ses bas. Le S&P 500 est plus stable. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur le sujet. Et néanmoins, on a vraiment ici des indices très robustes. On peut même aller sur le MSCI World si on veut être super stable avec une croissance vraiment sur le long terme, mais avec une performance un peu moindre. Moi, j'ai fait le choix de miser le maximum sur le S&P 500, d'avoir une surexposition au Nasdaq, donc je prends une petite proportion du Nasdaq en assumant cette redondance. À partir de là, on peut même s'arrêter là. Moi, j'ai fait le choix d'avoir un petit peu d'exposition à l'Europe, mais pas trop, et donc, à la fin, j'arrive avec 3 ETF, S&P 500, Nasdaq, Eurostoxx 600, dans des proportions bien différentes, bien évidemment, le S&P 500 étant le plus haut. Il n'y a pas besoin de faire plus, en réalité. Le fait d'acheter plein d'ETF un peu partout, en fait, vous êtes en train de complètement diluer l'intérêt des ETF, qui sont par essence déjà extrêmement diversifiés, et vous êtes en train de multiplier les frais. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les ETF, il y a des frais dedans. Donc c'est une très mauvaise idée de se mettre à faire du stock picking sur des ETF et d'en prendre un petit peu partout, comme si vous êtes au supermarché. À la fin, c'est complètement contre-performant. Vous avez identifié un ETF qui est intéressant sur le long terme, vous le prenez et vous misez le maximum dessus. Vous avez envie éventuellement de diversifier un peu, pourquoi pas, mais moi ma règle c'est de ne pas dépasser au grand maximum 5 ETF, et même plutôt viser 3 ETF seulement. Posez-vous la question si vous avez beaucoup d'ETF dans votre portefeuille, faites une analyse globale, regardez tous ces ETF et dites-vous que vous ne pouvez en garder que 5. Et rien qu'en faisant ça, eh ben vous allez voir que votre performance va monter. Alors bien sûr, psychologiquement, ça peut être un peu délicat. Si vous aviez une dizaine d'ETF qui étaient répartis et que vous n'en gardez que 2, vous allez vous retrouver avec des lignes d'ETF très importantes en numéraire. Et ça peut être un petit peu angoissant parce que vous avez l'impression que vous avez mis toutes vos billes dans le même panier. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Au contraire, il faut pas oublier que cette fameuse ligne ETF, elle est justement extrêmement diversifiée par essence. Vous avez mis là votre argent dans une assurance pour votre portefeuille. Et la dernière erreur que j'ai faite, 5e erreur, c'est le fait de garder de la liquidité en attente d'une baisse du marché. C'est ce qu'on appelle le market timing. Et ça, c'est une erreur classique. On pense que le marché va baisser et on garde du cash, on garde de la liquidité pour avoir des opportunités d'achat le moment venu. Ben, en fait, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Il y a une stat que je vais vous donner qui est vraiment hyper intéressante et très parlante pour ça. La performance des indices et notamment le S&P 500 sur les 20 dernières années. J'avais calculé combien de fois le S&P 500 touchait son plus haut historique, battait son plus haut historique. C'est absolument phénoménal. C'est quasiment une fois sur 5. Donc, si on prend des semaines, par exemple, ben une semaine sur 5, c'est quasiment une fois par mois, sur les 20 dernières années, le S&P 500 bat son plus haut historique. Donc le mec qui attend que le S&P 500 s'effondre pour investir, il va pouvoir attendre longtemps. Et en réalité, là encore, les biais vont intervenir, et on va attendre, et puis au bout d'un moment, on va se dire qu'on est en train, ça fait déjà 1 an qu'on rate de la performance, parce que pendant que votre liquide il attend gentiment sur votre compte en banque, fait rien, et même il perd, puisqu'il y a l'inflation qui passe par là. Et donc si vous restez pendant des années comme ça, vous perdez 2%, 3% selon l'inflation, tous les ans. Donc c'est de la performance ratée, du cash qui dort. Donc vous allez pouvoir attendre longtemps, et en réalité, il ne faut pas avoir peur des indices qui sont à leur plus haut. En fait c'est normal, c'est la tendance normale, c'est que les indices reviennent régulièrement à leur plus haut. En tout cas, si on se base sur les indices américains, notamment les S&P 500 et le Nasdaq. Donc au contraire, il vaut 1000 fois mieux être investi, profiter de la performance et avoir la structure qu'on a mis en place, dont on parlait tout à l'heure, pour ne pas avoir des craintes et être en confiance avec ses investissements. Faire du market timing, c'est tout simplement perdre de la performance. Il faut mettre votre argent au travail. C'est la meilleure des choses à faire. Ne gardez pas votre cash comme ça dans vos comptes bancaires. Si vous faites ça, en réalité,
vous nourrissez votre banque, c'est la seule chose que vous faites. Alors une alternative qui est intéressante par rapport à ça, si vous avez une assurance vie, c'est de garder, quand les marchés sont hauts, c'est de garder une petite poche, par exemple en fonds euros, qui est un fonds extrêmement liquide, qui vous rapporte un petit rendement, en général autour de 2%, ça va dépendre des taux d'emprunt en vigueur, et que vous pouvez bouger instantanément, et en plus qui est garanti par votre assureur. Donc ça, c'est une très bonne position d'attente, c'est un très bon compromis. Au moins, votre argent ne rapporte pas zéro, et si jamais vous avez une opportunité d'achat qui se présente, eh ben vous pouvez venir prendre dans cet argent directement. Donc une combo qui marche extrêmement bien, c'est de choisir une assurance vie pour vos ETF, et donc moi c'est ce que j'ai fait notamment. Mes positions ETF sont dans l'assurance vie, notamment avec un ETF sur le S&P 500, et à côté j'ai une petite ligne de fonds euros, et en fonction de la hauteur des marchés par rapport à leur plus haut historique, ma poche de fonds euros est plus ou moins importante. Si jamais le S&P 500 tombe vraiment bas par rapport à son plus haut historique, bah là j'aurai plus de fonds euros, je vais mettre tout sur le S&P 500, et quand il va revenir proche de son plus haut, je vais en vendre une petite partie pour la remettre dans le fonds euro. Donc ça, c'est vraiment un roulement qui est très intéressant. Au moins, votre cash ne fait pas rien. Quand vous êtes en position d'attente, il rapporte ce que rapporte le fonds euro. Donc pour conclure sur cette 5e erreur, ne faites pas du market timing, mais faites du time in market. Voilà, ça c'est le petit moyen mnémotechnique. Il vaut mieux être dans le marché que chercher à timer le marché. Voilà pour les 5 erreurs les plus importantes que j'ai commises depuis que j'ai débuté et que j'ai constaté et que désormais je corrige du mieux possible. Aujourd'hui, ma stratégie d'investissement a éliminé ces erreurs et je l'ai mise en place cette année et on va la suivre sur la chaîne au fil de l'eau. Je ferai des petites vidéos d'update, un peu comme un journal de bord. Je me suis préparé une version de mon dashboard un petit peu structurée avec des montants fictifs, parce que le but c'est pas non plus d'étaler le détail de mon épargne sur YouTube, mais plutôt de partager avec vous des stratégies. Et donc je partagerai ça dans certaines vidéos prochaines. Là, si vous aussi vous avez constaté des erreurs que vous avez corrigées dans vos investissements, ça serait super intéressant de le laisser en commentaire pour partager avec les autres personnes qui verront cette vidéo. Et moi aussi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Est-ce que peut-être vous aussi, vous vous reconnaissez dans les 5 erreurs que j'ai exposées ici? Ça sera super intéressant de le savoir. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, la chaîne vient d'être lancée. Et puis aussi de mettre le petit pouce qui va bien, ça aide la vidéo à être visible. Merci et à bientôt sur Cold Invest.